Coucou, c'est la fée enchantée. Alors, avez-vous une idée de l'endroit où le Noël du présent va emmener Scrooge aujourd'hui? Oui, vous avez une petite idée? Eh bien, vérifions-la tout de suite. Je vous demande pour ça de vous installer confortablement. Vous êtes prêts? C'est parti. Peut-être fût-ce le plaisir que le brave esprit éprouvait à exhiber ce talent, peut-être fût-ce seulement son bon naturel, généreux et aimant, et sa sympathie pour les êtres pauvres, qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. Et sur le seuil de la porte, l'esprit s'arrêta en souriant et bénit la demeure de Bob Cratchit en l'aspergeant de sa torche. Pensez donc, Bob n'avait que 15 bobs par semaine. Il n'empochait chaque samedi que 15 exemplaires de son propre nom, et cependant le fantôme de Noël présent bénissait sa maison de 4 pièces. Alors se leva madame Cratchit, la femme de Cratchit, parée de sa plus belle robe, qui n'était qu'une vieille robe retournée, mais qu'elle avait enjolivée de rubans, car ils sont bon marché et font de l'effet pour quelques sous. Et elle commença à mettre la table, aidée de Belinda Cratchit, sa seconde fille, tout aussi enrubannée qu'elle, tandis que maître Peter Cratchit plongeait une fourchette dans la casserole de pommes de terre, après avoir ramené dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Alors, 2 petits Cratchit, un garçon et une fille, entrèrent en trombe, hurlant que, devant la boulangerie, ils avaient senti le fumet de l'oie et reconnu que c'était la leur. Et se plongeant voluptueusement dans les délices anticipées de la sauge et de l'oignon, ces jeunes Cratchit se mirent à danser autour de la table, et portèrent au nu maître Peter Cratchit qui soufflait sur le feu, et qui souffla si bien que les nonchalantes pommes de terre se décidèrent à bouillonner et à cogner contre le couvercle de la casserole pour dire qu'elles étaient bonnes à prendre et à peler. « Qu'est-ce qui peut bien retenir votre chenapan de père à cette heure ?» dit tendrement madame Cratchit. « Et Tiny-Tim et Marthe. Au dernier Noël, elle était là une demi-heure plus tôt, pour le moins. »« Marthe est là, maman !»« Si tu savais comme l'oie est belle, Marthe !»« Mon Dieu, que tu es en retard, ma chérie !» dit madame Cratchit en l'embrassant une douzaine de fois et en la débarrassant de son châle et de son bonnet avec plus de zèle que de coutume. « Nous avons eu beaucoup de travail à terminer hier soir. Et ce matin, il a fallu mettre de l'ordre, maman. »« Bon, n'y pensons plus, puisque te voilà. Assieds-toi devant le feu, ma grande, et réchauffe-toi bien. »« Non, non !» crièrent les 2 jeunes Cratchit qui étaient partout à la fois. « Papa arrive ! Cache-toi, Marthe, cache-toi !» Marthe se cacha, et l'on vit entrer le petit Bob, le père, et Tiny-Tim juché sur ses épaules. Hélas, le pauvre Tiny-Tim marchait avec une petite béquille et ses jambes étaient soutenues par une armure de fer. « Eh bien, où est notre Marthe ?» demanda Bob Cratchit en regardant autour de lui. « Elle ne vient pas. »« Elle ne vient pas ? Elle ne vient pas le jour de Noël ?» Marthe eut du chagrin de le voir si déçu, fût-ce par plaisanterie. Elle sortit donc prématurément de sa cachette derrière la porte du placard et courut se jeter dans ses bras, tandis que les 2 jeunes Cratchit s'emparaient de Tiny-Tim et l'emportaient dans la buanderie pour lui faire écouter le pudding qui chantait dans la lessiveuse. « Est-ce que le petit Tim a été sage ?» demanda madame Cratchit après avoir taquiné Bob au sujet de sa crédulité et quand Bob eut embrassé sa fille autant qu'il en avait envie. « Sage comme une image, et mieux encore. On dirait qu'à rester si longtemps assis tout seul, il réfléchit à des tas de choses, et qu'il lui vient les idées les plus étranges du monde. Il m'a dit, en revenant, qu'il espérait que les gens l'avaient bien regardé à l'église parce qu'il est infirme et que cela doit leur être agréable, surtout le jour de Noël, de penser à celui qui fit marcher les mendiants paralysés et rendit la vue aux aveugles. » La voix de Bob tremblait en répétant ces mots, et elle trembla bien davantage lorsqu'il ajouta que Tiny-Tim prenait tous les jours plus de force et d'entrain. On entendit résonner sur le plancher son active petite béquille, et avant qu'une autre parole eût été prononcée,
Tiny Tim entra, escorté de son frère et de sa sœur, qui l'installèrent sur son tabouret près du feu. Et tandis que Bob, ayant remonté ses manches, composait dans une cruche un mélange chaud où entrait du gin et des citrons, qu'il agita et tourna un bon moment et qu'il mit à mijoter au coin du feu. Maître Peter et les 2 petits Cratchit, ces prodigues d'ubiquité, s'en allèrent chercher l'oie, qu'ils rapportèrent bientôt en cortège triomphal. À entendre le tumulte causé par leur entrée, on aurait pu croire qu'une oie était le plus rare de tous les oiseaux, un phénomène emplumé auprès duquel un cygne noir serait l'objet le plus banal, et c'était en vérité plus ou moins le cas dans cette maison. Madame Cratchit fit chauffer la sauce, préparée d'avance dans une petite casserole. Maître Peter écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la compote de pommes. Marthe essuya les assiettes chaudes. Bob attabla le petit Tim près de lui dans un tout petit coin. Les 2 jeunes Cratchit avancèrent des chaises pour tout le monde et n'eurent garde de s'oublier. Puis ils se mirent en faction, chacun à son poste, une cuillère enfoncée dans la bouche pour être sûrs de ne pas réclamer de l'oie avant que vînt leur tour d'être servis. Enfin, les plats furent posés sur la table, et l'on dit la bénédicité. Il fut suivi d'un long silence haletant lorsque madame Cratchit, examinant lentement, du manche à la pointe, le couteau à découper, se prépara à le plonger dans la poitrine de l'oie. Mais à peine l'eut-elle fait, à peine une bouffée de la farce longtemps attendue s'en fut-elle échappée, qu'un ronronnement de béatitude monta du cercle des convives et que Tiny Tim lui-même, excité par les 2 jeunes Cratchit, martela la table du manche de son couteau et cria d'une voix ténue « Hurrah !» Jamais l'on ne vit pareille oie. Bob déclara qu'il ne croyait pas qu'on en eût jamais fait cuire de telle. Sa chair tendre, son goût exquis, sa grosseur et la modicité de son prix furent les thèmes de l'admiration universelle. En y ajoutant la compote de pommes et la purée, ce fut un dîner suffisant pour toute la famille, et même, comme le fit remarquer madame Cratchit avec beaucoup de joie, l'œil fixé sur un atome d'os qui restait dans le plat, ils n'avaient pas tout mangé. Pourtant, chacun en avait eu assez, et les plus jeunes Cratchit en particulier étaient barbouillés de sauge et d'oignons jusqu'aux yeux. Mais lorsque les assiettes eurent été changées par Miss Belinda, madame Cratchit quitta la pièce seule, afin de démouler le pudding et de l'apporter sur la table. 1 minute après, madame Cratchit faisait son entrée, le visage rouge mais souriant d'un air fier, portant le pudding semblable à un boulet de canon moucheté, dur et ferme à souhait, imbibé d'un quart de pinte d'eau-de-vie enflammée et adorné d'une branche de houx plantée à son sommet en l'honneur de Noël. Oh, le merveilleux pudding! Bob Cratchit déclara qu'il considérait ce pudding comme le plus grand succès de la carrière de madame Cratchit depuis leur mariage. Chacun eut son mot à dire, mais personne n'insinua ou ne pensa que c'était en réalité un très petit pudding pour une si nombreuse famille. Enfin, le dîner achevé, la table fut desservie, le foyer balayé et le feu attisé. La mixture de la cruche ayant été goûtée et jugée parfaite, on plaça des oranges et des pommes sur la table et une pelletée de châtaignes sous les cendres. Puis toute la famille Cratchit s'installa devant le foyer. À portée de sa main, Bob avait toute la verrerie de la famille. 2 gobelets et un petit pot de crème qui avait perdu son anse. Ces récipients, toutefois, continrent la boisson chaude de la cruche aussi bien que l'eussent fait des timbales d'or. Bob la servit, d'un air rayonnant, tandis que sur le feu les châtaignes sautaient et se fendaient à grand bruit. Alors Bob leva son verre. « Joyeux Noël à tous, mes chéris! Que Dieu nous bénisse !» La famille entière fit écho. « Dieu nous bénisse tous !» dit Tiny Tim, qui parla le dernier. Il était assis sur son petit tabouret, très près de son père. Bob tenait sa menotte flétrie dans la sienne, comme s'il aimait l'enfant d'une tendresse spéciale et désirait le garder à ses côtés de peur qu'il ne lui fût ravi. « Esprit, dites-moi si Tiny Tim vivra. » « Si l'avenir ne change rien à ses ombres, cet enfant va mourir. »« Non, non !»
Oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Si l'avenir ne change rien à ces ombres, aucun de mes successeurs ne le trouvera ici. Et puis après, s'il doit mourir, qu'il le fasse, cela diminuera l'excédent de la population. Scrooge inclina la tête, accablé de remords et de tristesse en entendant l'esprit citer ses propres paroles. Si tu as un cœur d'homme et non un cœur de pierre, cesse d'employer cet hypocrite jargon jusqu'à ce que tu aies découvert ce qu'est ce surplus et où il est. Vas-tu décider quels êtres doivent vivre et quels êtres doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux du ciel, tu sois moins précieux et moins digne de vivre que des millions d'êtres semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu! Entendre l'insecte sur la feuille décréter qu'il y a trop peu de mortalité parmi ses frères affamés luttant dans la poussière. Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande de l'esprit les yeux baissés, mais il les releva vivement en entendant prononcer son nom. « À la santé de Monsieur Scrooge !» disait Bob. « Je propose de boire à Monsieur Scrooge, le patron de la fête. »« Le patron de la fête, vraiment ?» s'écria madame Cratchit en rougissant. « Oh, si je le tenais, je le régalerais de toutes les bonnes choses que je pense de lui, et il lui faudrait un fier appétit pour les digérer, je vous en réponds. »« Ma bonne, les enfants, le jour de Noël. »« Il faut que ce soit le jour de Noël, en effet, pour que nous buvions à la santé d'un homme aussi odieux, aussi pingre, aussi dur et aussi insensible que M. Scrooge. Tu sais qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que toi, pauvre garçon. Ma chérie, le jour de Noël. Je boirai donc à sa santé, pour l'amour de toi et à cause de ce jour. Mais ce n'est pas pour l'amour de lui. Je lui souhaite une longue vie et un joyeux Noël et une heureuse année. Il sera très joyeux et très heureux, je n'en doute pas. Les enfants burent à la santé de Scrooge après elle. De toute la soirée, ce fut la première chose qu'ils ne firent pas de bon cœur. Tiny Tim leva son verre le dernier, mais sans entrain. Scrooge était l'ogre de la famille. Lorsqu'ils eurent chassé de leur esprit l'image de Scrooge le maléfique, le seul soulagement les rendit 20 fois plus gais qu'avant. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait en vue pour maître Peter une situation dans laquelle il pourrait gagner, s'il l'obtenait, jusqu'à 5 shillings et demi par semaine. Les deux jeunes Cratchit rirent à gorge déployée en imaginant Peter sous les traits d'un homme d'affaires. Et Peter lui-même contempla le feu d'un air pensif entre les pointes de son col, comme s'il réfléchissait d'avance au placement qu'il honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu étourdissant. Marthe, pauvre petite apprentie chez une marchande de mode, leur parla alors des besognes qui lui étaient assignées, du nombre d'heures qu'elle passait à travailler sans s'arrêter, et leur déclara qu'elle avait l'intention de rester au lit très tard le lendemain matin pour se reposer, le lendemain étant un jour de congé qu'elle passait à la maison. Elle leur raconta aussi que, peu de jours auparavant, elle avait vu un lord et une comtesse et que le lord était à peu près de la taille de Peter. Sur quoi Peter tira sur sa chemise et se haussa tellement le col que, si vous aviez été là, vous auriez perdu sa tête de vue. Pendant tout ce temps, les châtaignes et la cruche circulaient à la ronde. Et puis, Tiny Tim leur chanta une romance où il était question d'un enfant perdu dans la neige. Tiny Tim, qui avait une petite voix plaintive, la chanta très joliment en vérité. Il n'y avait là rien de très élégant. Les gens de cette famille n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas bien habillés, leurs chaussettes avaient depuis longtemps cessé d'être imperméables, leurs vêtements étaient minables et Peter connaissait bien, j'en jurerais, la boutique du prêteur sur gage. Pourtant, ils étaient heureux de vivre et pleins de gratitude, satisfaits les uns des autres et de la fête qu'ils célébraient. Et lorsqu'ils s'effacèrent peu à peu au regard, l'air encore plus ravi à la lueur des brillantes étincelles dont l'esprit les aspergea en partant, Scrooge tint les yeux fixés sur eux, surtout sur Tiny Tim, jusqu'à ce qu'ils eussent complètement disparu. À ce moment, la nuit tombait, et il neigeait assez fort. Et tandis que Scrooge et l'esprit cheminaient le long des rues, les feux qui ronflaient dans les cuisines, dans les salons, dans toutes sortes de pièces, répandaient de merveilleuses lueurs. Ici, la clarté de la flamme vacillante révélait des préparatifs d'un bon petit repas.
avec les assiettes chauffant à qui mieux devant le foyer et les rideaux rouges foncés qu'on allait tirer bientôt pour empêcher la nuit et le froid de pénétrer dans la pièce. Là, tous les enfants de la maison s'élançaient dans la neige pour courir à la rencontre de leurs sœurs mariées, de leurs frères, de leurs cousins, oncles et tantes, et pour être les premiers à leur souhaiter un joyeux Noël. Ailleurs, l'on voyait sur le store de la fenêtre l'ombre des convives assemblés, et plus loin, une bande de jolies filles encapuchonnées et chaussées de bottes fourrées trottinaient d'un pas léger en bavardant toutes à la fois vers quelques maisons voisines. Dieu du ciel, comme l'esprit exultait, comme il dénudait sa large poitrine et ouvrait sa vaste paume, comme il allait flottant, versant d'une main généreuse sa vive et innocente allégresse sur les objets qui étaient à sa portée. Jusqu'à l'allumeur de réverbères qui courait devant eux, déjà en grande toilette, pour aller passer la soirée quelque part, et qui se mit à rire tout haut lorsque passa l'esprit, bien qu'il se doutât peu, cet allumeur de réverbères, qu'il n'avait d'autre compagnon que Noël. Et tout à coup, sans un mot d'avertissement de l'esprit, ils se trouvèrent sur une lande froide et déserte, parsemée çà et là d'énormes masses de pierres brutes, comme si c'eût été un lieu de sépulture pour géants. Rien n'y poussait que la mousse et la jonc, entourés d'une herbe rare et grossière. Le soleil couchant avait laissé à l'horizon de l'ouest une traînée rouge ardent, semblable à un œil menaçant et maussade, dont le regard flamba un instant sur ce paysage désolé avant de tomber plus bas encore, et de se perdre enfin dans les épaisses ténèbres d'une nuit profonde. « Quel est cet endroit ?»« Un endroit où vivent les mineurs qui travaillent dans les entrailles de la terre. Mais ils me connaissent. Regarde. » Une lumière brillait à la fenêtre d'une hutte, et c'est vers elle qu'ils allèrent d'un pas vif. Traversant le mur de boue et de pierre, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un grand feu. Un homme très, très vieux et sa femme, avec leurs enfants, leurs petits-enfants et encore une autre génération, tous vêtus de leurs habits de fête. Le vieillard, d'une voix qui parvenait rarement à dominer les hurlements du vent sur la lande stérile, leur chantait un chant de Noël, et de temps en temps, tous reprenaient le refrain en chœur. L'esprit ne s'attarda pas dans cette demeure. Il ordonna à Scrooge de bien tenir sa robe et, survolant la lande, se dirigea rapidement vers... Pas vers la mer. Si, vers la mer. À sa grande terreur, Scrooge, en tournant la tête, vit s'éloigner l'effrayant alignement de rochers du rivage, et ses oreilles furent assourdies par le tonnerre des vagues rugissantes, battant et martelant les effroyables grottes que leur fureur avait creusées dans un effort impétueux pour miner la terre. L'esprit poursuivit sa course rapide au-dessus de la mer noire et houleuse, toujours plus avant, jusqu'à ce qu'ayant laissé loin derrière eux tout rivage, ils vinssent se poser sur un navire. Ils se tinrent auprès du timonier à la barre, auprès de la vigie au bossoir, auprès des officiers de quart. Sombres silhouettes indistinctes, chacun à son poste, sans exception, fredonnaient un refrain de Noël, pensaient à Noël, ou rappelaient à voix basse à son compagnon le souvenir de quelque Noël passé, mêlé à l'espoir du retour au foyer. Et tous les hommes du bord, éveillés ou endormis, bons ou méchants, avaient échangé ce jour-là des paroles plus bienveillantes qu'en aucun autre jour de l'année. Tous avaient pris une part plus ou moins grande à sa célébration. Tous avaient évoqué leurs chers absents, avec la certitude que là-bas, ceux qu'ils aimaient pensaient à eux en ce jour. C'est ici que je dois m'arrêter pour ce soir. Je vous donne donc encore une fois rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour la suite et fin de notre 3e couplet. Bonne nuit!